Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question assez fondamentale. Une question que s'est posée l'un des pères de la sociologie, Émile Durkheim lui-même. Est-ce que son prédécesseur, Montesquieu, n'était pas en fait le tout premier à avoir fondé la science sociale? Et cette question, elle est vraiment au cœur de tout. Parce que, il faut bien se l'imaginer, avant Montesquieu, l'idée même qu'on puisse faire une science de la société, eh bien ça paraissait presque absurde. On pensait que les sociétés c'était soit le fruit de la volonté de Dieu, soit juste le résultat des caprices des rois et des peuples. Mais est-ce que c'est si simple que ça? Bon, pour décortiquer cette véritable révolution intellectuelle, voilà le plan. On va d'abord voir comment on voyait la société avant, un peu comme un art. Ensuite, on plongera dans la révolution scientifique de Montesquieu. On verra comment il a fait de la société une chose qu'on peut étudier, comment il a classé les différents types de sociétés et comment il a cherché les lois qui se cachent derrière tout ça. Et on terminera bien sûr avec le verdict final de Durkheim. Alors, pour vraiment saisir l'ampleur du changement apporté par Montesquieu, il faut faire un petit retour en arrière. Avant le XVIIIe siècle, quand on parlait de la société, on faisait surtout de la philosophie politique. On considérait ça comme un art, pas du tout comme une science. Et cette distinction entre art et science, elle est absolument fondamentale. Pensez-y, avant Montesquieu, les grands penseurs comme Platon ou Aristote, leur but n'était pas de décrire la société telle qu'elle était, avec tous ses défauts, ses complexités, pas du tout. Leur projet, c'était d'imaginer la cité parfaite, le gouvernement idéal. La question qu'ils se posaient, c'était que devrait être la société? C'était une quête de l'idéal, une sorte d'art de la politique. Et c'est précisément dans ce contexte que débarque Montesquieu. Et là, il va complètement changer les règles du jeu. Il propose en fait de poser un regard totalement neuf sur la société. Cette phrase, tirée de la préface de L'Esprit des lois, c'est vraiment la clé de tout. Ce qu'il dit là, c'est énorme. En gros, je ne vais pas partir de mes idées sur ce qui est bien ou mal, je vais partir du réel, de ce que je peux observer. Il inverse complètement la perspective. Au lieu de juger la réalité à partir d'un idéal, il veut trouver les principes dans la réalité elle-même. Et son outil principal pour faire ça, c'est le concept de loi. Jusqu'à lui, cette idée de lois universelles, on l'a réservée à la physique. Vous savez, la pomme de Newton qui tombe. Eh bien, l'idée de génie de Montesquieu, ça a été de se dire, et si le monde social, lui aussi, obéissait à des lois? Pour lui, nos institutions, nos coutumes, tout ça, ce n'est pas du hasard. Ça suit des logiques, des rapports nécessaires. Ok, mais pour transformer cette idée en une vraie science, il faut des bases solides. Et selon Durkheim, il y a 3 conditions indispensables. La toute première, c'est d'avoir un objet d'étude clair, bien défini. Et ça, c'est justement la première contribution majeure de Montesquieu. Voilà le point crucial. Montesquieu a été le premier à traiter les faits sociaux, c'est-à-dire les lois, les coutumes, les religions, non pas comme des idées flottantes ou de simples décisions de politiciens, mais comme des choses objectives, concrètes, qu'on peut observer et analyser, presque comme un biologiste observerait un insecte. Il leur a donné une existence propre en dehors de la volonté de chacun. Donc si on récapitule les 3 conditions pour avoir une science d'après Durkheim, c'est primo, un objet d'étude, secondo, une manière de classer cet objet, et tertio, la conviction que cet objet suit des lois qu'on peut découvrir. Montesquieu vient de remplir la première condition en définissant son objet, les faits sociaux. Maintenant, voyons comment il s'est attaqué aux 2 autres. On en arrive donc à la deuxième condition, la classification. Parce qu'une fois qu'on a un objet, il faut bien pouvoir le ranger dans des catégories. Et là, face au désordre apparent, à la diversité infinie des sociétés humaines à travers le monde et d'histoire, Montesquieu va tenter de mettre un peu d'ordre. Et là encore, il fait un pas de géant par rapport à ses prédécesseurs. Avant lui, Aristote, par exemple, classait les gouvernements, la monarchie, l'aristocratie, la démocratie. C'était bien, mais Montesquieu va beaucoup plus loin. Il comprend que quand on passe d'un type à l'autre, ce n'est pas juste le chef qui change. Non, c'est toute la société qui est différente. Sa taille, sa structure, même le ciment qui la fait tenir. Il ne classe pas des gouvernements, il définit de véritables espèces sociales. Et voilà sa fameuse classification. Il identifie 3 grandes espèces de société. D'un côté, la République, dont le moteur est la vertu. De l'autre, la monarchie, qui tourne grâce à l'honneur. Et enfin, le despotisme, qui ne tient que par la crainte. Chaque type a donc sa propre logique interne, son propre principe vital. Regardons ça d'un peu plus près. D'abord, la République. Pensez aux petites cités antiques, comme Rome ou Athènes. C'est une société d'égaux où l'intérêt collectif passe avant tout. Le principe qui la fait vivre, c'est la vertu. Mais attention, pas la vertu morale, non, la vertu politique, l'amour de la patrie. Ensuite, la monarchie. Là, on change complètement d'échelle. C'est une grande nation, complexe, avec une noblesse, des rangs, des classes. Son moteur, c'est l'honneur. Le désir de se distinguer, d'avoir un statut. C'est un peu l'Europe de son époque. Et enfin, le despotisme.
Imaginez un empire immense, où un seul maître règne sur une masse de sujets traités comme des esclaves. Qu'est-ce qui peut faire tenir un système pareil? Uniquement la crainte, l'intimidation permanente. On a donc un objet et une classification. Il nous manque la troisième et dernière pièce du puzzle, et c'est peut-être la plus importante, la conviction que tout ça n'est pas un chaos, que la vie sociale obéit à des lois cachées. Et c'est ça le cœur de sa pensée. Pour Montesquieu, les lois ne sont pas arbitraires. Une loi n'est pas bonne ou mauvaise en soi. Elle est simplement adaptée, ou pas, à une société bien précise, à un moment donné. En d'autres termes, les lois sont le résultat de causes profondes. Elles sont déterminées par les conditions de la vie sociale. Ce n'est pas juste le caprice d'un législateur. Et quelles sont ces causes qui façonnent les lois? Eh bien, pour Montesquieu, il y en a tout un tas. Ça va de la taille du territoire et de la population, au climat et à la géographie, mais aussi des choses moins matérielles comme les mœurs, les coutumes, la religion, le type de commerce, et bien sûr, la forme du gouvernement. C'est tout cet ensemble qui va déterminer ce qu'il appelle l'esprit général d'une nation, et donc les lois qui lui conviennent. Alors, au final, quel est le verdict de Durkheim après tout ça? Est-ce que Montesquieu est, oui ou non, le premier sociologue? Eh bien, la réponse de Durkheim est subtile. Il est le premier à dire que, bien sûr, le travail de Montesquieu n'est pas parfait. Il a parfois tiré des conclusions un peu hâtives, ses sources n'étaient pas toujours hyper fiables, mais pour Durkheim, ce sont juste des imperfections d'exécution. L'essentiel, c'est que Montesquieu a, à lui tout seul, posé les fondations. Il a défini l'objet, la méthode et les grands principes de cette nouvelle science. En bref, il n'était peut-être pas un sociologue parfait, mais c'est lui qui a rendu la sociologie possible. C'est pour ça que le terme qui lui colle le mieux, celui qui résume parfaitement la vision de Durkheim, c'est celui de génial précurseur. Ce n'était pas seulement un grand penseur, c'était un pionnier, celui qui a défriché les terrains et qui a eu cette intuition géniale. Oui, le monde social peut être un objet de science. Et toute cette histoire nous laisse avec une question assez vertigineuse finalement. Si nos sociétés suivent vraiment des lois, si nos coutumes sont déterminées par des causes profondes comme le climat ou l'économie, quelle est notre marge de manœuvre ? Quelle liberté nous reste-t-il pour changer les choses? C'est tout le débat entre le déterminisme et la liberté humaine. Un débat ouvert par Montesquieu il y a presque 300 ans et qui, avouons-le, est toujours aussi brûlant aujourd'hui.